Rien de tel que d'incarner ce qu'on vient de vous dire maintenant sur les startups et PME industrielles avec deux panels. Le premier avec deux investisseurs, donc j'appelle Magali Joessel et Michael Krell. Je vous laisse peut-être de ce côté-là. Bonsoir à vous deux, merci d'être là. Magali, donc, tu es la directrice du fonds SPI, géré par BPI France, qui investit dans des projets d'industrialisation sur des technologies innovantes. Et après le déploiement du premier fonds, tu vas déployer un fonds successeur doté de 1 milliard, je pense que maintenant tout le monde l'a bien compris, qui est donc doté par France 2030. Michael, bonsoir. Toi, tu es un des partenaires de l'activité biotechnologie industrielle au sein de Sofinnova Partners, un des acteurs de premier plan en capital risque biotech sciences de la vie avec plus de 2,5 milliards sous gestion. Et dans la partie biotech industrielle, vous déployez plus spécifiquement une stratégie d'impact environnemental sur des startups en Europe et en Amérique du Nord. On va essayer de croiser vos regards d'investisseurs sur le sujet de la start-up industrielle ce soir dans le quart d'heure qu'on a pour ce panel. Peut-être pour démarrer, puisque vous vous êtes déjà croisés sur des deals, vous êtes co-investisseurs, mais vous avez des philosophies d'intervention qui sont peut-être un peu différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles elles sont et comment elles sont complémentaires ? Magali. Oui, effectivement, on arrive sur des boîtes communes par des chemins un petit peu différents. Pour SPI, nous, on est parti un peu de la recette que Benjamin évoquait tout à l'heure, qui est qu'on a constaté en 2015 une carence de marché assez importante sur le passage à l'échelle industrielle de technologies innovantes, qu'elles soient portées par des startups, des PME ou des ETI, et qui était le fruit finalement de deux choses. D'une part, une certaine déconsidération de l'industrie pendant longtemps dans notre pays, même si ce mouvement est en train de changer, on s'en réjouit. Et puis par ailleurs, une appréhension du risque de ces projets, des capex intensifs à y mettre, qui crée un certain éloignement des investisseurs. Et on a cherché à résoudre cette carence de marché. Et donc le fonds SPI 1 est né en 2015 avec finalement deux grands objectifs: poursuivre des objectifs d'impact, de création d'emplois, de recréation de filières, d'attractivité des territoires d'une part, et d'autre part un objectif financier qui consistait bien sûr à faire fructifier l'argent qui nous est confié, mais aussi à démontrer la viabilité d'une thèse d'investissement dédiée à l'industrialisation de ces technologies innovantes. Et ça nous a conduit effectivement à croiser des fonds comme Sofinnova notamment, avec lequel on a réalisé deux investissements de nature assez différente, de structuration assez différente, et qui sont une des preuves de l'agilité, de la capacité à travailler avec des fonds existants. Et pour notre part, la démarche a été un peu différente. On a commencé à s'intéresser à ces dossiers industriels au milieu des années 2000. Comme tu le disais, on est un pur player des sciences de la vie. Ça faisait 45 ans qu'on faisait de l'investissement early stage en pharma. Et au milieu des années 2000, on a décidé initialement, pour deux raisons, de s'intéresser à ces sujets-là. D'une part, très égoïstement, on voulait un peu hedger notre risque des deals pharma. Et donc, on était intéressé par ce genre de deal avec des profils très différents, des profils de risque très différents. Et d'autre part, on était attiré par ce dont Magali parlait, qui était l'impact. Pour nous, l'impact environnemental qu'on voit au travers des biotechnologies, mais aussi, bien évidemment, l'impact sociétal et tous les aspects de réindustrialisation, d'emplois non délocalisables, d'utilisation de ressources non fossiles, etc. Ce qui a fait qu'on a commencé petitement, j'allais dire précautionneusement, par investir au milieu des années 2000 via nos fonds classiques. Et puis, au fur et à mesure, on a dédié des équipes et des fonds, notamment avec l'aide de la BPI. En 2012, un premier fonds, un petit fonds de 22 millions d'euros. Et puis en 2017, un deuxième fonds, 225. C'est ce fonds qui a co-investi avec SPI. Et là, maintenant, on a investi un fonds de 175 millions qui a en plus la particularité d'être un fonds, pour ceux à qui ça parle, dit article 9, donc qui a un impact environnemental fort. Merci. Alors Magali, tu mentionnais un peu le changement de regard sur l'industrie. Vous l'avez vu évoluer tous les deux pendant ces dernières années. Peut-être, Michael, d'abord du point de vue de l'investisseur, comment est-ce que tu sens que ce regard a changé sur les startups industrielles ? Oui, effectivement, quand on a commencé au milieu des années 2000, donc pour les gens qui sont aussi vieux que moi, c'était le monde où il y avait une première vague de clean tech qui venait notamment des États-Unis, parce que les gens cherchaient à s'affranchir à l'époque du pétrole du Moyen-Orient, mais n'avaient pas encore du shale gas.
Et on a vu arriver des projets avec des intensités capitalistiques très importantes et qui faisaient notamment très peur à tous les gens qui venaient de la tech, parce que c'est des gens qui n'ont pas tellement l'habitude d'investir des très gros tickets. Et finalement, nous, avec une approche biotech, on a été beaucoup moins dépaysés, si j'ose dire, puisque, on en parlait tout à l'heure, mais quand on développe un nouveau médicament, et notamment un médicament dans une application, j'allais dire un peu mass market, comme un cancer ou de la neurologie, on arrive rapidement à des investissements de 150, 200, 250 millions avant d'arriver sur le marché. Et donc, nous, on a vu aussi notre pertinence et notre expertise dans la capacité à déployer des gros tickets avant et de gérer ces risques avant d'arriver au marché. Et cette perspective-là, elle est en train d'évoluer parce que, d'une part, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés avec le même style de background, mais aussi parce qu'on commence à avoir des succès et qu'à la fin du fin, les investisseurs, ils viennent parce qu'on leur raconte des histoires qui fonctionnent. Et ça, c'est un élément très important qui a changé depuis une dizaine d'années. Magali, est-ce que tu as eu également la perception de cette évolution du regard porté sur la start-up industrielle, mais du point de vue de l'entrepreneur, du point de vue de celui qui porte celui ou celle qui porte ce projet? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont fondamentalement changé au cours des dernières années. La première, c'est, peut-être pour compléter ce que dit Michael, le regard qu'on peut porter sur les startups industrielles. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré les startups pour les briques qu'elles pouvaient apporter à telle ou telle entreprise plus mature, d'ailleurs surtout dans le domaine du numérique, éventuellement dans le domaine des process ou des automatisations. Maintenant, on voit vraiment des startups industrielles au sens propre du terme se développer, porter des projets industriels et nous convaincre ensemble qu'elles sont capables de le faire, y compris seules, en se dotant effectivement des ressources qui vont bien, en structurant leur développement, mais sans forcément s'appuyer sur une entreprise plus mature. Ça, c'est le premier changement pour moi. Et puis le deuxième, pour répondre plus directement à ta question, quand on a lancé le fonds SPI, on avait face à nous, au démarrage, des dirigeants d'entreprises, de start-up en particulier, qui considéraient l'industrialisation parce qu'ils étaient obligés de la considérer. C'est-à-dire qu'ils avaient parfois vécu sur un modèle de valorisation de propriété intellectuelle qui, en matière industrielle, s'avérait impossible tant qu'il n'y avait pas un premier passage à l'échelle qui venait valider finalement la solidité de l'ensemble. Et au fur et à mesure, on a vu venir à nous des dirigeants qui avaient envie de cette industrialisation pour plein de raisons. D'abord parce qu'il avait été montré que c'était possible. Il y a eu des succès et c'est bête à dire, mais une fois qu'il y en a un qui a réussi, il ouvre un petit peu la voie à d'autres, il montre que c'est possible. C'est devenu aussi, je trouve, dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants et de collaborateurs, un destin assez désirable, plutôt que de passer d'une aventure entrepreneuriale à une autre. L'idée d'inscrire son action dans le temps, de poursuivre les impacts qu'on évoquait l'un et l'autre, qui sont et des impacts sociétaux et des impacts environnementaux importants, parce qu'effectivement, cette nouvelle industrie, elle est très green, elle embarque la transition énergétique, environnementale, elle y répond la plupart du temps. Et puis parce qu'il y avait aussi la conviction qu'il y a de la valeur à créer dans cette phase d'industrialisation. Donc oui, je trouve que le regard des entreprises elles-mêmes sur cette phase industrielle, elle a beaucoup changé. C'est possible, c'est désirable, il y a de la valeur à aller chercher, donc allons-y. Ce que tu mets en valeur finalement, c'est aussi la notion d'attractivité, de l'industrie que toute cette nouvelle génération de start-up industrielles permet d'impulser. Michael, peut-être pour toi, comment est-ce qu'elle s'incarne, cette attractivité? Quels atouts est-ce que les start-up industrielles font valoir? Oui, peut-être de ce point de vue-là, je rejoins Magali aussi sur le fait qu'il y a eu une vraie évolution de la perspective, que les gens ont de ces startups, que ce soit, j'allais dire, les jeunes du programme Deep Tech et qui vont fonder des startups et qui se disent, plutôt que de sortir de thèse et d'aller travailler dans un grand groupe, je vais fonder une startup, mais aussi l'attractivité de la part des industriels, des gens qui aujourd'hui sont dans des grands groupes, que ce soit des grands groupes, alors pour ma part chimie ou agroalimentaire, pour être un peu caricaturaux et un peu caricatural, et qui vont avoir une double motivation. D'une part, la start-up est devenue beaucoup plus désirable et l'équilibre entre le risque inhérent à la start-up, mais aussi l'attractivité versus, j'allais dire, garder une carrière un peu plus confortable, mais plus tracée dans un grand groupe, cet équilibre s'est un peu inversé.
et aussi de plus en plus, alors particulièrement pour les jeunes, mais aussi pour des gens un peu moins jeunes. Et nous, on le disait, nous, on travaille dans le monde du... Alors, Green Tech, c'est pas moi le mot que j'emploie, mais c'est pareil. Les gens ont envie d'avoir un impact positif sur le monde. Et nous, on voit aujourd'hui dans nos boîtes des profils de gens qui viennent postuler à des postes de senior management, donc N-1 du CEO, et qui ont passé 20 ans chez Total, chez Arkema, chez des grands groupes industriels, et qui disent « Ok, maintenant, j'ai encore 15 ans à travailler et je veux faire quelque chose qui va aider à sauver le monde. » Et ça apporte de l'expertise. Vous en parliez tout à l'heure du manque de compétences internes au départ dans les startups pour industrialiser. Ce qui était difficile à amener il y a 15 ans, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile. Et ça change toute l'histoire. Donc là, tu mets vraiment l'accent sur l'attractivité en termes aussi de sujets RH et d'attractivité des talents, des profils. Magali, c'est quelque chose que tu vois toi aussi, ou comment est-ce que tu qualifierais cette attractivité des startups industrielles? Oui, moi je partage complètement ce qui a été dit sur la capacité effectivement de ces entreprises à faire venir des talents dont elles ont besoin, qui sont des talents qui vont les accompagner dans les phases d'industrialisation, de maturation, etc. C'est vrai aussi, on s'en disait un mot dans les conseils d'administration, où on arrive à mobiliser des profils de grande expertise qui viennent apporter beaucoup au développement des projets. Et au-delà de cette attractivité des entreprises elles-mêmes, je pense qu'il y a deux enjeux importants aussi qui sont associés à l'attractivité. Il y a l'attractivité des territoires, parce que l'industrie, elle permet de revitaliser finalement les territoires. Elle est rarement en ville. C'est souvent un moyen de réindustrialiser des territoires qui avaient des infrastructures, des ressources humaines importantes. Et donc, recréer de l'industrie, ça revitalise ces territoires. Et puis, je pense qu'il y a aussi une attractivité de la thèse d'investissement elle-même, et votre présence en témoigne. Mais effectivement, je suis très contente qu'on ait pu faire ces opérations ensemble. Je pense qu'on est très complémentaires quand on agit ensemble dans nos analyses, dans nos apports aux entreprises. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dans les premières années de la vie du fonds SPI, on était relativement seuls sur les dossiers, ou alors on avait des investisseurs, des co-investisseurs qui étaient industriels, et ça fait quelques années que ce n'est plus le cas, que de plus en plus vous êtes à nos côtés dans les deals, et ça, je pense que c'est aussi un élément d'attractivité que de voir des investisseurs de plus en plus nombreux, et on espère de plus en plus nombreux encore demain, nous accompagner sur ces aventures industrielles au long cours. Merci beaucoup Magali. On va retenir ce mot de la fin et cet appel à travailler un peu en meute, tous ensemble sur ces sujets. Merci à vous d'être venus croiser vos regards d'investisseurs.